Bonsoir tout le monde, il est 7 heures, j'aimerais d'appeler la réunion à l'ordre. Je sais pas si vous avez eu chance de regarder dans l'agenda, si qui est bon, prendre une motion pour l'agenda, proposé par Danny, appuyé par conseiller Deveau. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. Nous amène à numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des items de soir qui vous mettent de conflit d'intérêt? Non? Sinon, ça nous amène juste à numéro 4, présentation, en 4.1, Property Valuation Services, Paul Beasley, Municipal Account Manager. Bonjour, But Ward LeBlanc. Can you hear me okay? we can almost see you there. We got you. All right. Comment ça va? Very good. It may be better if I turn my camera off, Your Worship. Doing very well. How about yourself? Pretty good. So That's good. I guess you're going to fill us in on all the new and exciting things going on with PVSC tonight. Well, we'll do our best, and we'll leave it open for some questions from around the table there. And so if you'd like us to get started now, that would be great. Once again, well, I must apologize. You'll have to put up with myself and the Assistant Director, Rod Tremblay, again this year. And so Rod's going to drive the PowerPoint, and I'll get us started. Perfect. And I'll just say a quick good evening, everyone, as well. And bonjour, Rod Tremblay, Assistant Director of Operations with PVSC. Nice to be back with you again. My more embarrassing council presentation where I can't go in French, being called Tremblay, but here we are. So I will go ahead and share the screen. Paul is going to take the first little bit of the presentation, and then I'll finish up. Sounds good. It's all yours. Just let me know if you have any issues seeing that there, but it should be on your screen now. Yeah. All right. So the presentation, you've probably taken a look at some of the slides. It's fairly similar format to last year. So I'm going to go through very quickly the first few slides, point out a couple of things, and then that'll let us get into the heart of the presentation, which is the numbers that Rod will talk to you about here in a little bit. So go ahead, Rod. So just a reminder, our public service announcement, we are responsible for assessing all the properties in Nova Scotia. We're independent, not for profit. We're municipally funded by all 49 municipalities. And we still have approximately 130 employees working across the province. Go ahead, Rod. What we do and what we don't do. Again, you'll remember that we do all the assessments for some 647,000 properties. That's up about 15,000 from last year. What we don't do, we don't set the tax rates. We don't collect the taxes. We don't create tax policy, and we don't provide tax relief. As you can appreciate in these times of increasing assessments, we do get quite a few calls, and we do get we do get the odd comment from councils around the province saying, can't you do something about, the tax burden on the residents around the province? Well, no, we can't. We set the assessments at market value, and, the things such as tax rates, tax relief, and collecting taxes, that's within your purview under the Municipal Government Act. So that's kind of where the separation of powers is, so to speak. All right, Rod. So we assess at market value. You'll recall that we assess based on market value 1 year in the past. So January 1st of 2023 is the market valuation date for the 2024 roll that we just finished. All right, Rod. And we use mass appraisal methodology to do all 640,000 properties around Nova Scotia. We do break it down into municipalities and neighborhoods. So we're not comparing the District of Clare with, say Cape Breton or Antigonish or something like that. We base it on market value analysis within your municipality or within the very close proximity to the municipality.
All right, Rod. 3 approaches we use. You'll recall the sales comparison approach that I spoke about briefly last year, the income approach, mainly for things such as apartment buildings, retail, strip malls, and say hotel, motels, that type of thing. And then the cost approach as well for the more unique properties that don't fit the income or sales comparison method. Sales comparison by far is used for residential properties in and around the province. All right, Rod. So just a reminder of the important dates. The base date, as I said, 1 year ago, January 1st, 2023, market valuation date for the 2024 roll. Then the state date, which is the characteristics and physical state of the properties right up until December 1st of 2023, just before the roll gets finalized. The assessment roll went out on January the 8th, and the appeal period was 31 days to February the 8th, 2024. And residents within Clare took full advantage of the opportunity to appeal, as Rod will give you some numbers here in a little bit. So finally, the capped assessment program. I think you're getting pretty well versed on the cap, although there's always questions. But the important part to this slide is that the cap rate for 2024 was set at 3.2%. That's what the Nova Scotia Consumer Price Index was at the time that the roll was set, and that's what the province gave us as the CPI number in order to incorporate that into the CAP program. The other interesting part is, given the market value increases, the fairly substantial market value increases, more and more properties are now eligible for the cap. So in the District of Clare, I think it went to, I have the number somewhere, but 89% this year. 89% of the residential improved properties, those properties with dwellings on them, are 89% are now cap eligible for the cap. And I think it was 81 or 86 last year, Rod? 81. 81% last year. So given the large market increase, that cap kicked in, that 3.2% kicked in for more and more properties. So I'll pass it over to you, to Rod, to walk through some of the numbers, and we'll go from there. Thanks very much, Paul. So my next slide here, I'm just going to talk a little bit about some of the relevant assessment roll activity. This is specific, so these numbers reflect the municipality of Clare specifically. So last year we reviewed 233 building permits. So these are permits that may indicate a change in value to that individual property. So what we call new growth, or an increase to assessment that's not directly attributable to the market for real property, but rather to physical changes to individual property. So we reviewed 233 building permits last year for the 2024 assessment roll. Our assessors reviewed 544 property transactions. So we receive all property transactions from the Nova Scotia Registry of Deeds, whether those property transactions are MLS listed or sort of a typical sale, or whether it's a private sale. And the vast majority of those sales are reviewed to determine if they represent the market, and used in our reassessment activity to determine how the market changes year over year. And that's the same for the municipality of Clare. I will indicate on the sheet there, I wanted to keep this consistent with what was in the presentation that the councillors and the warden have been provided. Our appeal number for 2023 is actually 195. That 131 was last year's number. So it's actually a great talking point, as Paul had referenced, that appeal numbers are up this year, as we would expect to see based on the numbers that I'm about to show you here on the next page. So I have these broken down into percentages as well, but I'll just go through them sort of one by one and explain a little bit about what this means from a municipal perspective, I suppose. So we have 2023 on the right, 2024 on the left. So you can see in 2023, total residential assessment within the municipality of Clare, 793 million. For this year, that's increased to 1,040,000. So congratulations, you're up and over the billion mark. So
last year, 2023, the year-over-year increase for residential was 12.5%. There's a very significant increase this year to 31.1% year-over-year. And as you can see, there's a significant difference between those two numbers. And the reason for that is the market. So we've seen sort of a bit of a tempering of the COVID market over the past couple of years, but recall, as Paul mentioned earlier in the presentation, that our assessments are 1 year retrospective. So we're looking at the end of 2022, January 1st of 2023. That's sort of the market date or the market conditions that we're reflecting. And especially throughout rural Nova Scotia, we've seen a trend whereby assessments have climbed quite significantly this year as well due to the volume of sales. So being able to see a significant enough volume of sales that gives us a strong indication of that market condition so we can make that decision confidently and make sure that we're able to defend those values as well. The second number down, total residential with cap, or the second row there, this is also a really, really important number for council to have, as this is the difference in your taxable assessment under the residential rate. So that increase is 9.7% year over year, so from 731 million to 806. And the reason for the difference between the two, that's the impact of the capped assessment program. So as Paul mentioned, a couple of things have changed with the cap from last year. So while the provisions of the capped assessment program remain the same, the CPI is provided to us from the Nova Scotia government annually. Last year it was 7.7%. This year, that CPI that we were provided in November was 3.2%. So what that does is, the larger the difference between our determination of market movement year over year and the Nova Scotia Consumer Price Index, the more properties will be capped, all things remaining equal. And that's where you're seeing the difference there. So you can see that the difference between your total residential with cap in 24 is quite a bit more than your difference total residential with cap in 2023. So basically what that means is there's a little bit more effect to the capped assessment program this year in terms of taxable dollars available to the municipality based on the provisions of the cap program. Your commercial assessment role, as is consistent with the vast majority of rural Nova Scotia municipalities and even within HRM, the commercial assessment role represents a much smaller portion, under 10% of your total assessment role, as you can see. And the total commercial assessment lift was 5.6%, with a larger lift to commercial taxable of 11.6%. There are a number of exempt properties in the municipality as well. So that's increased from 937 million to 1.192 billion. Or sorry, I'm reading the wrong number. 143 million to 151. I was reading the bottom number. I apologize. So I'll just talk a little bit about sector highlights outside of the residential market. I think most folks are fairly knowledgeable of sort of how the residential market has moved over the past couple of years. Certainly the increase that we saw throughout Nova Scotia due to COVID. The commercial market has taken a little bit of a different path depending on the sector, and that's why we wanted to include this slide in our presentation this year. So although we've seen a lot of inflation affecting cost of building materials and labor, we continued to see a lot of commercial development throughout the province. We saw very strong growth, especially in business and industrial parks and the warehousing industry. So this would be examples like our business parks in HRM, such as Burnside or Bayers Lake, as well as some of the smaller business parks throughout the province. We continue to see strong growth in the apartment sector. This is due to the continued demand for housing, which is very prominent in the media right now, as many are aware that there's a significant housing shortage in Nova Scotia, and apartments and construction of multifamily continues to be perceived to be a strong investment, as there's a significant demand for this type of housing. So we're seeing both acquisition, development of new construction, as well as remodeling of existing construction. We see steady tendency and increased leases in the retail sector, but not a lot of movement there year over year. And the office sector has remained flat. Again, this is not of particular relevance to your municipality, although we certainly wanted to comment on it around the differences between the different classes of commercial property and how they're valued based on the market for those individual types of properties. And they may be valued differently based on whether they trade on their income, as Paul mentioned, or whether we are valuing them on a depreciated cost model or based on what other properties sell for.
comment briefly on some of the natural disasters that happened. This has been a file that I continue to work extensively with throughout the province of Nova Scotia, with a special focus on the wildfire impacts both in Shelburne County as well as in HRM, and also some of the flooding happened that happened throughout the province in July of 2023. So our 2024 assessments consider the impacts of 2023 wildfires and floods. We work directly with impacted municipalities as soon as we identified these issues to share information and communicate with affected property owners, determine what properties had been physically affected, and make those adjustments for the 2024 assessment roll year. And we continue to monitor those impacted areas closely for market trends, for our general reassessment, as well as rebuilding efforts to make sure we assess what's physically located on those properties. So our contact information is here. Municipal staff can contact our 1-800 number and just identify which municipality you're calling from. There is a unique email for municipal inquiries as well. This allows you to reach Paul even faster, and property owners can contact us at inquiry@pvsc.ca or through our 1-800 number. Paul did mention that the appeal period has passed for this year, ended February 8th of 2024. However, certainly we're always happy to chat with property owners at any time of year about concerns that they might have around their assessed value. So I'll open the floor to some questions, and I'm just going to stop sharing my screen so I can see everyone again. And thanks very much. If there's any questions or comments, Councillor Cummo? When you talk about the, you mentioned neighborhood, and you were talking about the market value and the same conversation there. Do you look at the municipality as a whole, or do you look at different areas, like, let's say, more dense populated areas, or like hubs or whatever? Like, and the reason I ask this question is because you have some taxpayers who may have an increase in assessment of $50,000 on their property, and their neighbor may have an increase of $75,000, $80,000. You know what I mean? So they asked me that question: is how do you assess the market value in a community like Clare? Is it as a whole, or how do you break that down? But it's a great question, Councillor Cummo. Thanks, Paul. I don't know if you wanted to weigh in, or certainly I'm happy to. No, go ahead. To take a stab at it. So it's a great question, one we very commonly receive. So certainly happy to speak to it. So the answer is it's not the entire municipality as a whole. That's quite binary. Certainly we're looking at, while we would report an increase. So as you've seen in the numbers, we report numbers to municipalities through our reporting around an overall increase in the municipality. But when I say that there's a 31% residential assessment lift in the municipality, that doesn't mean that every homeowner will see 31%. So there's different market areas identified within the municipality based on how properties are trading in that area. So the size of that market area would depend a little bit on the nature of that area. So a more built up area would be more likely to have a smaller or a more constrained sort of neighborhood or market area, because we'd see a sufficient volume of property transactions in a smaller area where it's more dense. In an area that's rural, as the majority of the municipality is, we would often have a larger market area because we have to be able to have a sufficient volume of sales. But we're always comparing like properties to like properties, as Paul mentioned. So we're not going to necessarily use the sale of a waterfront executive property to value a manufactured home that's on a small lot and does not have a water influence, or is some distance from amenities. So all of those factors come into play in terms of our determining a year-over-year increase for an individual property owner. The other thing that's really important is the data that's assessed to the property. So we make site visits to properties for a number of reasons. We completed over 12,000 of them last year as related to our municipal permit file for all of the 49 municipalities. So if something's physically changing on a property, then we'll visit that property to determine what impact that physical change has on the value. So if an old home has been torn down and a brand new home has been constructed, of course, it's really trading almost in a different market than it previously was, because it's a very different improvement, right? So
that's part of it. Is what's physically assessed to the property helps us determine what's most appropriate to compare it to, and that can drive the differences in those increases year over year. I think the other thing that I can add to that, and Rod explained it very well, we also look at different sort of different categories as well within, the neighborhoods and within the municipality as far as attributes of the home. But one of them is the age of the home. We do provide some stats on that to the municipality every year, and so depending on the age of the home, what we saw, and these specific sales data. So what we saw is the homes that were built prior to 1980, between sort of 1940 and 1980, they saw a much bigger increase or percentage increase than the homes that were built from 1980 to 2000, for instance. And I think you can appreciate that the lower value homes, there was a lot more competition to try to get a home, to buy a home. So I think that kind of pushed the market up a little bit in these homes that were a little bit older, maybe had a little lower list price on them and had more competition as far as the vast number of people that were looking for homes in that sort of price range. So things like that, it sort of plays into it as well, and within the various markets, within the various neighborhoods. Thank you. I have another question, if you don't mind. Sure. For the CAP assessment, I know a little bit about it, but do you mind going back, giving a bit of history on how it was created and where it derives from? Well, I can go back and I'll take that one, and Rod can jump in. But it was created in the early 2000s, essentially in the 2002. I think the legislation might have been just before the 2000s, but essentially it really got into action in the early 2000s. I think it was put into it was new legislation created at the time when waterfront properties along the South Shore were increasing at a dramatic rate. And of course, the fear was that people couldn't afford to be in their homes anymore along the South Shore. So they brought in the legislation which sort of came in across the whole province. And originally when it came in, the cap was at 10%, couldn't increase any more than 10%. In any one particular year. And then they changed it to CPI, probably in around the 2010, 2007, 2010 range, in that area. And then it's sort of continued on since then. That was the intent of it, so that the value that the house that they were paying taxes on a particular house would not go up any more than what the consumer price index would. So essentially, it was capped. A ceiling was placed on it each year based on CPI. And most of the properties, or pretty much all the properties that could be eligible, were automatically placed into the program in 2007. Originally, you had to request to be put into you had to apply to go into the cap. In 2007, it changed so that everybody that was eligible under the criteria would automatically be eligible could be in the cap program. There's various factors as to what makes it eligible in any particular year, such as a sale that's not a family sale, that type of thing, or if it's owned by a business as well. So there are some factors in there, but essentially a good percentage of the houses in Nova Scotia that are eligible for cap entered the cap program in 2007, and those properties are still owned by, a significant percentage are still owned by the same people that had them in 2007. And that's where you can see some pretty large differences between the cap taxable value and the market value, because since 2007, every year it's been based on CPI, whereas the market's been going up at a greater rate pretty much every year. You want to throw anything in there, Rod, that was a little bit I think sketchy? That was no. I think that was fairly comprehensive. If Councillor Comeau has any specific questions, certainly happy to field those. But I think that's a good cap history. We're about 20 years down the road now. But I think the really important
important point that Paul mentioned was this compounding effect, right? So every year that the market increases exceed the consumer price index, you're compounding your cap advantage, or your difference between your cap and your assessed value is sort of compounded each year, almost like an interest rate on a savings account or something, right? You're getting more over time. So no two caps are the same. You could have 6 identical bungalows on one street, and one of them could be capped at, say 60% of its assessed value, because that homeowner has been in the property since pre-2000 and has been enrolled in the cap program since the beginning. Another property could have been purchased 2 years ago, so their cap would be based on their assessment from the year following their purchase, so 1 year ago. So the cap that they have this year would be based on last year, brought forward by the CPI. So they would see maybe some advantage of 5, 6, 8%, depending on how their assessment moved, but it wouldn't be nearly as much. They may see that advantage 10, 15 years down the road, all things remaining equal. But it can be very different for different property owners depending on the terms of that cap. Does that sort of help to provide some context? Yes, it does. Thank you. And there's certainly some great information on our website as well around eligibility. So if property owners have questions around who's eligible, what type of transactions are eligible to carry a cap through, all of that information is in detail on our public website as well. Any other questions, or Councillor DeVoe? Thank you very much. It's just another, it's still on the cap, clarification on the cap. So are you saying that right now, if you build or buy a house, that you can still be capped, or is that, or you can't? So the short answer is yes. Okay. But your cap is going to be based on where your assessment lands. So if you imagine, and it's a little bit with new construction, there's 2 different scenarios. So there's a scenario where you own a piece of vacant land already, Mm-hmm. and that piece of vacant land is capped, and then you add a new dwelling or structure to that land, Mm-hmm. and continue to be eligible by all the other provisions of the program. Okay, I won't detail them. In that case, what we would do is you would always have a cap, but we would adjust that cap for the physical changes. So whenever something physically changes on the property, it's the same if you're in your house is capped, and you add a detached garage to your, the end of your driveway. Mm-hmm. It's a building permit. We would visit the site or give you a call to determine the details of the construction. We add that to your assessment, so everyone's familiar. Typically, if you build something, your assessment will go up a little bit, and your cap would also increase based Right. on the construction costs of that project. The same happens with a vacant piece of land with a new house added. But the much more common scenario with new construction is that the land is acquired within the same year as the house is built. So either you buy something turnkey from a developer, like you just buy a completed new construction home, or you buy a piece of land and immediately pull a permit and start building. And in that scenario, what happens is, because you've purchased, assuming it's a non-cap eligible purchase, so what happens is the cap resets on that property. So in the following assessment roll year, you're not eligible. And the reason for that is your cap would equal your assessed value. There needs to be something for it to be based on. Mm-hmm. So let's say you bought the property from a builder last year and it was assessed for $80,000 as a vacant lot. We add a new construction dwelling to it. The assessment's now $500,000, right? Mm-hmm. And then that $500,000 would be what your cap would be based on in 2025. So our system would automatically take $500,000, add the CPI, then look at where your assessment is for next year once the market has been included. So let's assume it continues to increase and it's now 580, but the CPI is only 2%. You'd probably see some cap there. But you only see the cap on the notice if it benefits you. It's always resetting to the lower of the 2 numbers. Mm-hmm. So let's just say in a scenario where this is very unlikely, but let's say the CPI was provided to us at 10% next year, but we determine the market in Clare has only moved 5%. So in that scenario, you wouldn't see a cap on the notice because your assessment would actually be a better deal for that property owner, or a lower taxable assessment. Mm-hmm. And then any future cap is based on that lower number. So it's always resetting to the bottom number, basically. Does that help to answer your question? Yes, it does. It does. Just another thing before you. So Sure. you had mentioned
10% cap earlier. So is there a cap on the cap, or can it go as high as whatever? No. So the cap legislation specifies that we have to use the consumer price index to Okay. adjust the capped assessments. So there's only two ways that a cap can change if all other things remaining equal, right? So assuming that eligibility remains the same, Right. a cap can change due to physical changes to the property that are being added to the cap. So new construction, something built on the property that wasn't there before, or a significant renovation to what is already there, or the CPI annually. Right. So if you imagine all of these 89% of the residential properties in Clare that are capped, all of those properties would have had the CPI added to last year's cap. And then after we add the CPI, we say any physical changes. In the vast majority of cases, the answer is no. But if there's been a building permit, a site visit to determine physical changes, we then add that in addition. Right. And that is your cap for the next year. Good. Thank you very much. No problem. Any other questions or comments on? I just have one more while we're on the cap talk, I guess. Always a popular topic. It seems to, you guys seem to be well versed on the on the topic. We talk about it a lot. If somebody isn't happy with their assessed value but they're capped and they request an assessment, does that trigger a lift off the cap, or does that depend as well? This is an excellent question. So thank you for it, because I coach assessors. I'm very involved with our appeal process throughout the province, and I do a lot of sort of coaching assessors on messaging around this sort of principle, because a cap can only, by nature of the legislation and the regulations that surround cap, the way that it's written in the Assessment Act and the attached regulations to the Assessment Act that deal with cap and who's eligible and what adjustments we can make, including things like the CPI, there's no provision for a cap to go down. So if you're assessed at 200,000 and capped at 150, and you send us an assessment appeal, and the assessor has a look at the assessed value and finds that, I've looked at the market sales in the area, and I really think that the high end of the market for a home like this is 180,000, and I think this person has sent us a reasonable case, and we're going to reduce the assessment a little bit on that basis. So we reduce the assessed value to 180,000 at that point. The property owner gets an amended assessment notice. But because the cap is 150,000, the taxable assessment isn't changing in that scenario. The cap wouldn't go down by the same amount. We don't have the ability to make it go down. So we often explain this to property owners, not to dissuade them from appealing or to make any representation that we wouldn't look at their assessment, but just to be very clear as to sort of what number we have control over and which number we don't. So the only way that we can change a cap or make it lower is in a scenario where the cap has been incorrectly calculated. So the only common scenario I can see where that's the case is in a scenario where we've done a building permit for new construction, and we've been on site, had a conversation with a contractor, property owner, and they've indicated that our cutoff date for physical state is December 1st. So we make a site visit 2 weeks before that. The contractor says, "Oh yeah, we're going to be half done by December 1st," and then the trusses are delayed, and so the building was not roof tight at December 1st. That may have a cap implication, because remember that construction value is being added to the cap. So in that scenario, we may adjust the cap to correct the adjustment that was greater than it should have been based on our understanding at that date. So that's a scenario where we may adjust a cap. The only other one on appeal is if the eligibility has been determined incorrectly. So the common one that I see in appeal work is when a married daughter who has taken the name of her partner acquires a piece of property from a parent. And so that transaction is cap eligible under Section 45, and that daughter can keep the cap that the parents had, all things remaining equal. But it's unknown to us because the names are different when we get the transaction. So these are things that, and folks can sort of mitigate that
by just letting us know, giving us a call, or having their lawyer file a what's called a Form 1 for transfer on behalf to avoid that situation. It's relatively rare, but in terms of situations where we change the cap, I would say that's one of the more common situations. But in the scenario where it's a dispute over market value or the assessed value of the property, regardless of the results of the appeal, if the results of the appeal don't drop below the existing cap, the taxes aren't going to change for that property owner. Perfect. Thanks. The only thing on that would be the following year, are they still eligible for the cap because they open the eligibility Absolutely. stays? Yeah. Okay. All right. Eligibility doesn't change. Yeah. As long as they meet all the other criteria, all things remaining equal. And just briefly, the other scenario that I'm thinking of here is in my 200,000, 150,000 scenario. If for some reason, let's say the property was significantly physically damaged by, say, a natural disaster, or there was a fire at the property that we were unaware of, and we actually reduced that value below the capped assessment, so we arrive at a value of 100,000, let's say, then that would become the taxable assessment and be the basis for future capped assessments. So getting back to that, it's always the lower of the two. So if it does go below, then of course the lower number is the number that the taxes will be applied to, but it's always the lower of the two. So if the cap remains the lower of the two, then it's going to be that number. Perfect. Answers my question. I don't know if there's any more. I think honestly it was a good touch up on our cap knowledge. I guess we'll be ready for the phone calls. I don't know. We have all the staff in the crowd here. Hopefully, I seen they were taking notes, so we'll be all set for the next round of calls. Feel free if you get one that stumps you, the phone the 800 number or send something through to the website through the email. Perfect. Yeah, we're always happy to chat. Thanks very much. All right. No, thank you very much. Have a good night. Thank you, Wynn. Thank you, Council, and thank you, staff. Always a pleasure to be here, and maybe we'll see you next year. Sounds Thanks good. for having us. Take care. All right. All right. We'll Thanks. see you. Bye. Là, ça finit notre présentation. Ça nous amène à numéro 5, adoption des procès-verbaux. Avions 5.1, le 21 février 2024, notre réunion régulière de conseil. Je ne sais pas si vous avez eu chance de regarder ça, s'il y a des erreurs ou des omissions. Sinon, quelqu'un qui veut le proposer? Conseiller de vous, appuyé par conseiller Como. Tout le monde en faveur? Contre? Bon, c'est approuvé. 5.2, le 6 mars 2024, avions notre réunion du comité de conseil. Je ne sais pas si vous avez eu chance de regarder cette heure-là. Proposé par conseiller Hill, appuyé par conseiller Godin. Tout le monde en faveur? Contre? Bon, c'est approuvé. Yeah. Oh. La traduction à Danny n'est pas faite travailler, je ne sais pas si. Le mic à Danny. Yours is working? Yeah. We're doing good. Ça nous amène à numéro 6, affaires découlant des réunions précédentes. Ça ne vaut rien là. Ça nous amène à numéro 7, rapport des activités du préfet. Le 26 février, j'ai assisté à l'ouverture du centre acadien de l'Université Saint-Anne. C'était là, Stéphane et moi. C'était beau de voir, là, il va tout en rangée et tout parallèle pour le congrès. Il y avait pas mal de monde là. C'était bien. Le 27 février, j'ai assisté à la réunion régulière de la ville acadienne. Là, il y a
mise à jour sur la vieille bâtisse. Là, là va rouvrir. Là, elle devrait être pareil quelque temps le mois prochain. Là, ça fait que ça fait d'aller bien. Là, ça va être un two-phase approach. Là, il va avoir la majorité des lits fera pareil dans avril. Puis là, il y aura une deuxième phase qui fera le restant des chambres pour après ça. Mais ça fait venir. Le 28 février, j'ai assisté à une rencontre avec les membres du conseil municipal et le directeur général et le sergent Jeff Leblanc de la GRC pour faire une mise à jour sur les incendies récents dans notre communauté et les enquêtes en cours associées à ça. Et puis, c'était plus une présentation sur les possibilités d'autres ressources ou comment est-ce que nous allons de l'avant pour accéder des ressources sur eux. Ça fait que c'était très informatique pour nous autres. Bien. Le 13 mars, j'ai assisté à une réunion régulière du Western Rennes Liaison and Oversight Committee. Lors de cette réunion, M. Guy Surette a été élu président et M. Gilder vice-président. Ça fait qu'ils ont channelé la même que l'année passée. C'est les mêmes présidents et vice-présidents. C'est pas mal tout sur ça. Le 15 mars, j'ai assisté à une réunion du conseil d'administration du CDN. Puis le 16 mars, j'ai assisté à une réunion avec les membres du conseil municipal, notre directeur général et Grey Cardinal Management pour discuter le projet de renouvellement du centre des anciens combattants. C'était plus les prochaines étapes sur ça. Je crois qu'on a plus dans le rapport à Stéphane de soir. Puis aussi le 16 mars, j'ai assisté à une réunion du comité de sélection pour nommer le bénévole de l'année. Ça fait que ça a bien été. Ça, c'est mon rapport. Je passe à des questions ou des commentaires, c'est ça. Sinon, ça m'amène à numéro 8, présentation officielle des membres du conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des présentations officielles? Non? Sinon, c'est numéro 8, correspondance. Avons 9.1, Doug Wenzel, directeur général régional, ministère des Pêches et Océans Canada. Dear Mr. LeBlanc, the Office of the Honorable Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, has forwarded a copy of your correspondence of March 31st, 2023, to the Honorable Joyce Murray, former Minister of Fisheries, Oceans, and the Canadian Coast Guard, on May 2nd, 2023, regarding the breakwater at Meteghan, Digby County. I have been asked to respond on the Minister's behalf. Fisheries and Oceans Canada Small Craft Harbours Program officials continue to work with the Harbour Authority of Meteghan for the short and the long-term harbour infrastructure needs at Meteghan. Small Craft Harbour Program officials met with the Harbour Authority on February 16, 2023, to discuss the infrastructure needs at Meteghan Harbour. Identified projects will be prioritized and evaluated against other regional priorities on an annual basis. Of note, basin dredging was carried out this summer. Thank you for writing. I hope that this information is helpful in addressing your concerns. Yours sincerely, Doug Wenzel, Regional Director General, Maritimes Region. Faut pas mentir, j'avais manière d'oublier quand j'avais envoyé cette lettre, là, mais ça a pris juste un an à la voir. Passer des questions, des commentaires sur ceux-là. Conseiller de vous? Merci, M. le Préfet. Je ne sais pas si c'est une question, je ne sais pas si tu peux répondre, mais c'est le même département qu'on écrira pour nettoyer les bateaux qui sont calés dans les halls, à Comoville puis à Sonyville, ou si c'est différents départements, parce qu'il commence à en avoir plusieurs. La situation des bateaux à Comoville, c'est surtout avec Transport Canada qu'on fait affaire avec. Ça étant dit, dépendamment de la situation, le Coast Guard est impliqué par bout. Souvent, les deux départements collaborent ensemble. Mais sur ce projet-là, on a fait sur cette question-là des bateaux abandonnés à Comoville, on a fait du progrès. Je sais que notre agent de communication était beaucoup engagé avec Transport Canada sur ce sujet-là et avoir l'information là-dessus pour vous fournir une petite mise à jour. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais ça me ferait plaisir de vous fournir peut-être à la prochaine réunion. Pour vous laisser. Mais il y a eu du progrès. J'avoue, c'est un processus qui est lent, mais ça avance quand même.
pas s'il y a d'autres questions, commentaires, c'est ça. Sinon, ça nous amène à numéro 10, rapport du directeur général. Monsieur Cyr. Merci. Je vais juste faire un survol sur quelques dossiers clés. Pour le centre de santé de Claire, les travaux pour l'expansion. La couverture, on pense, on s'attend qu'elle va être finalisée cette semaine sur l'extension. Tous les fenêtres vont être posées d'ici mardi prochain, le 26 de mars. On a fait des mises à jour, des updates sur les meubles et le layout des salles d'examen dans la nouvelle section. Le ductwork dans la nouvelle section est 70% complet. Pour le cladding, pour l'extérieur de l'édifice, les contracteurs étaient sur les lieux cette semaine pour faire d'autres mesures, les field measurements. La commande a été placée cette semaine. Le drywall dans la partie existante de l'édifice sur les 2 étages va être complété mercredi prochain, le 27 de mars. On va voir d'ici une prochaine semaine ou 2 un nouveau puits qui va être creusé sur les lieux. Le puits qu'on a maintenant ne peut pas fournir avec l'expansion. Dans les plans originaux pour l'édifice, il était censé avoir 2 puits. On a gardé, et le puits est sur les plans, mais on ne le trouve pas sur le terrain. So, ça nous met dans l'obligation de creuser un 2e puits. C'est pas une surprise, c'est quelque chose qu'on avait bureauté dessus. C'est quelque chose qu'on savait dès le début du programme. Alors ça, on va voir un peu de progrès sur cet item-là d'ici une couple de semaines. Le framing dans l'extension, surtout sur le 2e étage, est essentiellement complet. Et on est en train de commencer sur l'étage du bas maintenant. Et en termes de partial handover aux médecins, c'est des nouveaux bureaux de médecins ayant été complétés et ouverts que les médecins peuvent s'installer dedans. On est encore en train de garder fin du mois d'avril, début mai. Ça, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure qu'un bureau est complet, si qu'on peut installer un médecin dedans, puis que ça ne dérange pas lui ou elle et que ça ne dérange pas les travailleurs sur les lieux, on va certainement le faire. Pour ce qui est du progrès du centre des anciens combattants, je vais toucher là-dessus un petit peu dans Nouvelles affaires, sur item 12.2. Pour la section pour le progrès des trottoirs à Métégan, là aussi, je vais toucher dessus dans Nouvelles affaires, sur item 12.1. Pour l'extension du système des égouts sur la rue Sunset à Métégan, on n'a pas eu de nouveau développement là-dessus. On attend toujours sur le développeur pour nous fournir des informations, un plan du site. Pour le parc Wentworth, comme vous savez, on a soumis une 2e application à la province en dessous du Community Accessibility Program. La date limite pour soumettre la demande était le 14 février. Et ça, c'était pour l'achat et l'installation d'un Accessible Kayak Launch et de remplacer un pont dans le parc qui n'est pas accessible avec un qui est accessible. Alors, on parle d'un coût total du progrès de 67 000 et la demande à la province est de 50 000, qui est le maximum disponible sur le programme. Pour notre progrès, le Clare Argyle Acadian Tourism Development Project, c'est notre progrès de panneaux qu'on fait en collaboration avec la municipalité d'Argyle. La narration de tous les vignettes est maintenant complète. Jusqu'à date, on a 3 vignettes dans la municipalité de Clare qui ont été finalisées. Celle de la Croix de Grosse-Coque, l'église Saint-Bernard et le parc Joseph et Marie Dugas. On en a 4 autres qui sont en ébauche. C'est la Pointe-à-Major, l'Université Sainte-Anne, l'église Sacré-Cœur et Radio Sifa. À l'instant, Argyle, eux aussi, ont 2 vignettes en ébauche. Pour ce qui est des vignettes, il y en a 76 en tout à produire. Alors, on sait qu'on va être en train de travailler sur des vignettes au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Mais en termes de progrès, on est satisfait avec comment ça avance. La recherche pour les panneaux interprétatifs est presque complète. Il nous reste la recherche sur 3 panneaux à finaliser. Un, c'est un monument pour Jérôme. L'autre, c'est le phare au Cap Sainte-Marie. Et le 3e, c'est le centre touristique à Yarmouth. Le design des panneaux est bien avancé et on pense que le design même va être complet
d'ici à la fin du mois. J'en ai vu quelques exemplaires et c'est vraiment bien. C'est impressionnant. Le design pour les panneaux d'Argyle et Yarmouth va différer un petit peu des nôtres. Et ce design-là, on pense l'avoir prêt à la fin du mois d'avril. L'imprimerie des panneaux, pour cette raison-là, l'imprimerie des panneaux va se faire en 2 phases. J'imagine que ceux-là de Clare seront faits en premier à cause qu'on est un peu plus avancé. Et ceux-là d'Argyle vont suivre. L'installation pour tous les panneaux est cédulée au mois de juin. Et finalement, sur ce projet-là, comme vous vous rappelez peut-être, on a sorti 2 demandes de soumission. Un pour un nouveau map brochure et un autre pour un site web. La demande de soumission pour ces 2 items-là a fermé le 8 de mars. Le comité de progrès va se rencontrer demain à Argyle pour faire l'évaluation des soumissions et on pense pouvoir vous revenir avec une recommandation à la réunion du comité du Conseil au mois d'avril. Le but pour ce progrès-ci, c'est encore d'avoir tout défini vers la mi-juillet. Je sais que ça s'approche du congrès, mais on le savait à l'avance. On est encore optimiste qu'on va pouvoir avoir ces travaux-là de fait et finis avant le congrès. Pour notre progrès déclaré au terrain de piste de pelouse, vous l'avez sûrement déjà revu, mais je suis fier de pouvoir dire que les 4 poteaux avec les lumières sont maintenant montés. Je pense qu'ils sont en train de faire du testing aujourd'hui par rapport aujourd'hui ou demain, par rapport aux lumières, l'éclairage, faire sûr que le système travaille comme il faut. Il va y avoir un peu de formation pour l'équipe à l'université. Et de là, le programme va essentiellement être commissionné et passer à l'université pour le réarrêt. Alors, c'est beau de voir du progrès sur ce dossier-là. Le Fire Service Review qu'on est en train de faire en collaboration, ou qu'on propose de faire en collaboration avec le Clare Firefighters Association. La demande de soumission a été publiée, puis elle est censée fermer vendredi prochain, le 29 de mars. Alors, on va avoir... l'intention, c'est dans la mesure du possible, dépendamment combien d'intérêts qu'il y a un commande de soumission qu'on reçoit, en faire l'évaluation et vous revenir avec une recommandation au mois d'avril. Pour le parc du phare du Cap-Sainte-Marie, les réparations au toit du phare sont complets. C'est un nouveau toit. Ça coule plus. Il n'y a plus de danger que l'équipement à pêche et océan au Coast Guard soit endommagé. Pour le picnic shelter, je m'excuse, le terme en français m'échappe. Il nous reste encore un petit peu de travail pour finir la toiture là, mais ça, c'est à moins pressant. Mais certainement, on pense que ça va être fait sous peu. Puis là, il reste encore un petit peu de réparation au phare même. C'est rien de gros. Des bardeaux, des choses de même qu'on vous a remplacées. Encore là, c'est tout le résultat des vents qu'on a reçus plus tôt cet hiver. Notre projet qu'on a développé en collaboration avec la Société historique de la Baie-Sainte-Marie et auquel on a fait demande au Sustainable Communities Challenge Fund pour des rénovations à la Pointe-à-Major. Le projet a été recommandé pour approbation. Il a été recommandé au ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tim Holman. Et on me dit que tous les projets de de Sustainable Communities Challenge Fund, on prévoit que les annonces seront faites au mois d'avril. Alors, encore quelques semaines à attendre pour cela. Pour notre projet de planification municipale, notre Land Use Bylaw, Municipal Strategy Planning Review, on est encore en discussion avec Stantec. Les consultants sont en train de préparer un rapport préliminaire de ce qu'ils ont entendu jusqu'à date aux consultations publiques, des sondages qu'ils ont fait ciblés avec des individus à travers la communauté, ainsi que le sondage qui était disponible en ligne. Alors, on attend toujours pour avoir une copie de ce rapport-là à vous présenter et aussi à présenter au public. Finalement, au niveau des finances, en date du 29 février 2024, la municipalité avait 11 962 659 $ en revenus versus 11 328 190 $ en dépenses pour un surplus opérationnel de 634 469. Excusez-moi. Encore en date du 29 février,
La municipalité avait une balance de 2 348 574 dans son compte opérationnel, 351 035 dans son compte pour les progrès capitaux et un total en réserve de 4 116 651. Également, en date du 29 décembre, la ligne de crédit qu'on a ouverte pour le projet d'expansion au centre de santé Claire avait une balance de 2 693 714. Et ça, c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un qui a des questions ou commentaires sur le rapport de M. Cyr? C'est beau de voir que nos enseignes pour le congrès feront peut-être mis avant ceux-là de TIR. Je sais pas. Peut-être. Numéro 11, rapport des comités. 11.1, rapport des permis de construction. Conseiller Hill. The construction report, as of the end of February 2023, we had 18 permits issued for a value of construction of $1.1 million. And at the end of this February 2024, we had 14 permits issued for a value of construction of $588,000. So it's down a little bit to start the year, but I'm sure it'll pick up. Quelqu'un qui a des questions ou commentaires sur le rapport à conseiller Hill? Sinon, ça nous amène à 11.2, waste check. Conseiller Deveau. Merci, M. le Président. Ça, c'est le dernier reminder. Sur les sacs commencent. Cette semaine, c'est les green cards qui sont au chemin. La semaine prochaine, ça va être les sacs de nouveau pour les déchets. Ça fait la dernière fois que vous pourrez vous servir de les sacs qui sont point clear. Qui incluent les sacs noirs, les sacs, il y en a qui sont orange. On pourra justement servir des sacs clear. Autre truc que vous avez, ça s'appelle une variance. Si vous avez une variance, quand elle est arrangée par Waste Check, ceux qui ont une variance, ils savent de quoi ce que je parle. Là, vous pouvez encore en mettre au chemin, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Anyway, ça fait la dernière fois. La semaine prochaine, ça fait la dernière fois. Pour ceux qui ont des sacs noirs, il y a des mots qui en ont encore pas mal. Assurez que si vous voulez vous en servir pour les jeter, servez-vous-en pour, si vous amenez des recyclables, des cannes, des plastiques, ça, pour vendre, pour avoir de l'argent pour, vous pouvez vous servir de ça, de les sacs noirs, jusqu'à temps que vous en ayez peu, puis là, il y en aura plus ça. C'est juste autrement que vous les mettre au chemin, parce que si vous voulez vous en servir, servez-vous-en pour des choses comme ça, puis là, finalement, vous en aurez plus. Ça fait que... Et puis, ça, c'est tout ce que j'aurai pour cette semaine. Merci. Questions ou commentaires sur le rapport à conseiller de l'eau? Enfin, je suis à la veille de plus de sacs noirs. 11.3, comité consultatif sur la police. Conseiller comment? Merci. Le comité consultatif à la police s'est rencontré le 4 mars 2024 avec le sergent Jeff Leblanc et le caporal Vincent Lacroix. Pour les incidents de vandalisme et de vol et break and enter, l'enquête sur ces cas se poursuit. Des arrestations ont été effectuées et les cas continuent d'évoluer à mesure que le GRC examine plus d'informations. Fin février cette année, il y a eu un fusillade au volant, drive-by shooting, et l'enquête encore se poursuit. En raison de tous les crimes récemment dans notre communauté, des ressources supplémentaires de la GRC sont présentes dans Clare. Ces ressources sont financées par la GRC, il n'y a pas de coût de frais pour la municipalité. Le sergent mentionné que les récents incidents d'incendies criminels, des menaces et des fusillades sera probablement liés à la pêche au homard. Des membres du public ont exprimé leurs inquiétudes pour le temps pour qu'un membre de la police prend pour se rendre
à un appel d'urgence pour se rendre sur le lieu du crime. Par exemple, répondre à une situation d'urgence peut prendre 40-50 minutes ou plus longtemps. Le RRC estime qu'un plus grand nombre de membres au détachement local n'empêchera pas nécessairement ces incidents de se produire, mais pourra améliorer les délais à répondre à ces appels. Pour la pêche à la civile, ce qu'on connaît comme glass eel ou elver fishery, le ministère de la Pêche et Océan a confirmé la fermeture de la pêcherie. Le ministre fédéral estime que la fermeture, la raison, ça permettra pour contrôler les risques de conservation et de restaurer et gérer la pêcherie. Selon le sergent Leblanc, il y a des zones problématiques d'ancrage, et bien que la pêche, ce ne soit pas spécifiquement la responsabilité de la GRC, il y aura certainement plusieurs appels pour leur service à travers notre communauté et même la province, bien sûr. Pour le meurtre qui a eu lieu aux concessions au mois de février 2022, l'enquête se poursuit encore. Le sergent du détachement à Metegan a contacté le bureau de crimes majeurs, Major Crimes. Il a été avisé que la plupart des résultats de laboratoire ou forensics ont été reçus et qu'il n'y a aucun risque que l'enquête soit fermée puisque les accusations n'ont pas encore été portées. Une fois que les accusations soient portées, il y a une période de 18 mois maximum pour que le cas soit traité devant un juge. Ça fait qu'une fois qu'il y a un individu, par exemple, qui sera accusé ou chargé pour un crime, c'est à ce moment-là que la période de 18 mois commence. Pour le rapport de la GRC, le sergent Leblanc a présenté un rapport résumant les statistiques des incidents du 1er décembre 2023 au 1er mars 2024. Au total, 382 appels de service ont été reçus au cours de cette période et inclut incendie criminel avec du dommage comme du arson, 11 appels, incidents de vandalisme et de vol au commerce, 5, conduite dangereuse, 4, 3 qui ont été chargés jusqu'à présent, défaut d'arrêt après un accident provoquant des blessures, 1, intimidation d'un individu au système judiciaire, 1, problème de santé mentale, 13, et ça, c'est des appels liés à ces incidents et ça demeure un problème dans notre communauté, malheureusement. Conduite d'un véhicule sous la consommation d'alcool, 5, il y a 16 appels, puis il y en a 4 qui ont été chargés. Et la dernière fois, c'est prononcer les menaces contre une personne du uttering threats. Il y a eu 2 appels de service pour ça. Ça, c'est mon rapport. Si vous avez des questions, essayez de les répondre. Merci pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires sur le rapport à Conseil commun. C'était bien détaillé. Je trouve que ça a une bonne survol sur les incendies dans la communauté. C'est pas beau à voir, mais c'est ça que c'est. Ça finit les rapports des comités. Nous amène à numéro 12, nouvelles affaires. Au 12.1, une motion pour accorder un appel d'offres pour le projet d'amélioration de l'accessibilité et l'extension des trottoirs de Metegan. Oui, merci. On a lancé un appel d'offres pour notre projet de trottoir à Metegan. On a reçu deux soumissions. La soumission la plus basse est ultimement celle qu'on va recommander et pour un total de 2 789 747. Ça inclut la portion non remboursable de la TVH. Et c'est de Garian Construction Limited. C'était le low bid. Comme je dis, on a seulement reçu 2 soumissions, mais les 2 étaient très compétitives et 2 compagnies réputées. Basé sur l'évaluation de la soumission, en discussion avec nos ingénieurs, c'est celle qu'on juge qu'on vous recommande ici ce soir.
Je vous rappellerai également que le projet de presque 2,8 millions est entièrement financé et la grande majorité de ces fonds-là proviennent du gouvernement fédéral et provincial. Alors, la contribution municipale envers le programme est de 626 849 $, qui est environ, je ne vais pas faire le calcul, mais on va dire environ 22-23%, qui est du excellent leveraging sur un projet d'infrastructure de cette taille-ci. Alors, ça étant dit, c'est ma recommandation à cause que le projet est pleinement financé, qu'on a reçu une soumission et que ça tombe à l'intérieur de notre budget. C'est ma recommandation qu'on accepte la soumission de Gary Construction pour notre projet de trottoir à Metighan. Et si le conseil est d'accord, ça nous positionne pour démarrer le programme au printemps de cette année. Alors d'ici, je pense qu'on parle de 10 semaines maintenant. Il n'y a pas une date spécifique, mais aussitôt que la température nous le permet, on va pouvoir commencer et le finir à l'intérieur de l'année fiscale. Merci. Quelques cas des questions ou des commentaires sur ce thème-là? Sinon, quelqu'un qui peut faire la motion? Conseiller Como? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accepte la soumission de Garian Constructions Limited au montant de 2 674 990 plus la TVH pour le projet d'amélioration de l'accessibilité et l'extension des trottoirs de Metighan et que ces fonds soient pris de la réserve en capital de la municipalité. Proposé par conseiller Como, appuyé par sous-préfet Potier. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. Beau projet qui pourra aller de l'avant. Ça nous amène à 12.2. Une motion pour accepter une proposition des services de gestion de la construction du Centre des anciens combattants de Clare. Pour notre projet de renouvellement du Centre des anciens combattants de Clare, on a dans le processus de finaliser le plan conceptuel, on a environ les design drawings qu'on a maintenant sont 75% complets. Alors ce travail-là achève. Les changements qui vont peut-être avoir lieu d'ici à la fin, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on puisse avoir les dessins finaux à 100% sont relativement mineurs à ce point-ci. Au niveau de notre stratégie d'achat, notre procurement strategy pour faire avancer le projet ici, c'est la recommandation de Gray Cardinal qu'on procède avec un construction management approach. Alors, ça étant dit, on a lancé un appel d'offres plutôt au mois de février. Et je pense que s'il vient de fermer je n'ai pas la date de fermeture, mais elle a fermé, je pense, une couple de semaines passées ou même au début du mois. Ça étant dit, là aussi, on a reçu deux évaluations, deux soumissions, deux compagnies avec qui on a fait affaire dans le passé, deux compagnies que je considère très réputables aussi. Suite à l'évaluation de ces deux soumissions-là, c'est la recommandation à Gray Cardinal ainsi que de moi-même qu'on accorde le contrat à Bird Construction. Et la manière que les deux soumissions étaient structurées, c'est des frais mensuels qui changent dépendamment de la phase de construction. On a essentiellement 3 phases: pré-construction, construction et la période de garantie, qui est essentiellement un lump sum qu'on donne à la fin du projet. Alors, c'est vraiment un frais mensuel qu'on accorderait. Le conseil s'est rencontré hier soir pour avoir la discussion avec Gray Cardinal pour voir une chance de poser des questions par rapport au projet, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va, et discuter vraiment de cette stratégie ici pour avancer le projet. Les membres qui étaient ici à soir semblent être en accord. Alors, vraiment, pour nous autres, c'est ça la prochaine étape qu'on doit franchir pour permettre le projet d'avancer. Si le conseil est bon d'en faire la motion ici ce soir, de là, on va pouvoir procéder immédiatement avec accorder le contrat et céduler une kick-off meeting, si vous voulez, avec le nouveau construction manager. Puis vraiment, on va avoir un focus sur le design proposé pour l'édifice, mais aussi les cost estimates, pour vraiment faire sûr qu'on est à l'aise avec le budget en allant de l'avant. Il y a également d'autres tenders qui vont sortir, qui vont découler de ceci. Il va également avoir un communiqué qu'on
qu'on a préparé en ébauche à l'heure actuelle, mais qu'on prévoit sortir sous peu pour aviser le public de où est-ce qu'on en est rendu avec le projet, ainsi que les prochaines démarches, parce qu'on espère avoir de l'action sur le site plus tard ce printemps. Alors, ça étant dit, si vous êtes d'accord, je vous demanderai une motion pour accepter la soumission, ou la proposition plutôt, de Bird Construction pour les services de gestion de la construction au centre des anciens combattants. Quelqu'un qui a des questions ou commentaires sur ce thème-là? On a discuté pas mal hier soir, là, ça fait que c'est plus ou moins ça que M. Cyr fait justement dire pour ceux qui n'étaient pas là. Mais sinon, y a-t-il quelqu'un qui voudrait faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare accept the proposal from Bird Construction for the construction management services at the Clare Veteran Center based on the following fee schedule, and that these funds be taken from the municipality's capital reserve. Pre-construction, $21,725 per month. Construction, $52,000 per month. Warranty, $60,000 lump sum. Proposé par Conseil Hill, appuyé par Conseil Godin. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Ça nous amène à 12.3, une motion pour accepter une proposition pour phase 1, évaluation environnementale, si on peut le dire, du site 15 chemin Cotreau, au Petit Ruisseau. Oui, merci beaucoup. La municipalité est présentement en discussion avec un développeur pour garder au développement de son terrain développement de son terrain qui est situé à chemin au 15 chemin Cotreau, à Petit Ruisseau. On est en train de garder un projet pour créer des nouveaux logements dans la communauté. Comme partie du processus ou du chemin qu'on est en train de suivre pour préparer le terrain, on a déjà fait séparer le terrain. Ça, c'est une des démarches qu'on voulait faire. La deuxième qu'on vous propose, c'est un Phase 1 Environmental Site Assessment, une évaluation environnementale du site. La raison qu'on vous le propose ici ce soir, c'est que si jamais le développeur avec qui on est en train de faire affaire, ou même un autre développeur dans le futur, souhaite faire demande à la province pour du financement, surtout si on garde des logements abordables, du affordable housing. Un Phase 1 Environmental est nécessaire, c'est requis par la province. Alors ceci, en faisant ce travail ici maintenant, ça nous positionne bien pour le développement futur de ce site-là, que ce soit avec le développeur qu'on est en train de discuter présentement, ou que ce soit avec un autre développeur. On est quand même bien préparé pour faire avancer le développement de ce site-là. Je souhaite sincèrement que ça marche avec le développeur qu'on est en train de parler à l'heure actuelle et j'ai toute confiance que ça va. Ça étant dit, on a sorti avec une demande de soumission pour un Phase 1 Environmental. On avait reçu un total de 5 soumissions. Total de 5 soumissions, très comparables en termes de méthodologie, en termes de prix, et toutes des compagnies réputables aussi, plusieurs desquelles avec qui on a fait affaire dans le passé. Cela étant dit, c'est ma recommandation qu'on procède ou qu'on accepte la soumission de All-Tech Environmental Services, qui était le low bid dans ce cas-ci, pour un montant de $2,800 plus TVH. Quelqu'un qui a des questions ou des commentaires sur ce style-là? Conseil Godin? Je ferai la motion. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accepte la proposition de All-Tech Environment Service Limited pour compléter la phase 1 de l'évaluation environnementale du site à 15 chemin Cotreau, Petit Ruisseau, Nouvelle-Écosse, au montant de $2,800 plus TVH. Proposé par Conseil Godin, puis par Conseiller Deveau. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.4, une motion pour approuver une demande de drapeau communautaire pour le comité consultatif sur l'accessibilité.
Oui, le comité municipal, le comité consultatif municipal sur l'accessibilité a fait une demande auprès du conseil pour flotter le drapeau de l'accessibilité sur notre mot communautaire. Durant la semaine de la reconnaissance, la semaine nationale de l'accessibilité qui tombe du 27 mai au 31 mai. Le comité a suivi le processus mis en place par le conseil pour des demandes semblables à celle-ci. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a flotté le drapeau en reconnaissance de cette semaine l'année dernière aussi. Et certainement, c'est ma recommandation qu'on accorde qu'on approuve la demande du comité et qu'on flotte le drapeau sur les dates demandées. Questions ou commentaires sur celui-là? Quelqu'un qui aimerait faire la motion? Conseiller Como? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare approuve la demande du comité consultatif sur l'accessibilité de faire flotter le drapeau de l'accessibilité sur le mât de drapeau communautaire de la municipalité en reconnaissance de la Semaine nationale de l'accessibilité du 27 mai au 21 mai 2024 inclusivement. Proposé par conseiller Como, appuyé par conseiller Deveau. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.5, une motion pour désigner un bien patrimonial municipal pour l'ancienne église de Saint-Bernard. Oui, merci. On a été approché par le président de la Société Héritage Saint-Bernard, Jean Leblanc, nous demandant si on serait prêt à désigner l'ancienne église de Saint-Bernard comme un site patrimonial municipal. Monsieur Leblanc, de la part de la Société, nous a écrit une lettre soulignant le raisonnement pourquoi qui aimerait que le site fût considéré un site patrimonial par la municipalité. Et dans sa lettre, il cite deux aspects. C'est surtout lié à l'architecture de l'édifice, mais le premier, c'est les pierres en granit et toute l'histoire reliée à ça et à la construction. Et deuxième, c'est le style gothique de l'église. Alors, ça étant dit, on a regardé la Heritage Act of Nova Scotia et certainement le conseil a l'habilité de faire de nommer des propriétés comme des propriétés patrimoniales au niveau municipal. Partie de la raison de la demande de la Société d'Héritage Saint-Bernard, pas que la reconnaissance n'est pas bien méritée, certainement elle l'est, mais aussi c'est que ça va leur permettre d'ouvrir des portes au niveau de financement qui vont vraiment venir appuyer leurs efforts pour préserver l'édifice. Le groupe, je pense, prévoit faire des demandes avant la fin de l'année fiscale. C'est pour ça le timing de leur demande ici ce soir est clé. Certainement, je pense qu'on connaît toute l'église Saint-Bernard. C'est certainement un édifice impressionnant qui est digne d'être reconnu, je pense, comme une propriété patrimoniale par la municipalité. Et c'est ça ma recommandation pour vous autres ici ce soir. Quelqu'un qui a des questions ou commentaires sur celui-là? Conseil Doucet? Après la motion, je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare désigne l'ancienne église de Saint-Bernard comme bien patrimonial municipal. Proposé par conseiller Doucet, puis par conseiller Hill. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.6, une motion pour transférer des fonds du fonds opérationnel à la réserve en capital pour l'amélioration au système SCADA à la station de traitement des eaux usées à Lance-des-Béliveau. Oui, merci. On a fait des travaux à notre usine des eaux usées à Lance-des-Béliveau, notre wastewater treatment plant. C'était des upgrades à notre SCADA system. Puis SCADA system, c'est tout ça le système qui permet à nos trois plants essentiellement de se parler, ainsi que les lift stations à travers la municipalité. So, on a fait des upgrades nécessaires pour ces travaux-là. Ces upgrades-là ont été financés comme partie de notre bureau opérationnel. En réalité, ça devrait être capitalisé. Mais ce n'était pas quelque chose qui était prévu dans notre bureau en capital. Ça étant dit, c'est certainement la recommandation ainsi que celle-là de la directrice des finances qu'on fasse une motion
pour essentiellement faire un transfert de notre fonds opérationnel à notre réserve en capital. Tous les fois qu'on touche la réserve en capital, c'est pas quelque chose qu'on peut se faire à l'interne, c'est quelque chose qui exige une motion du conseil. Alors, c'est ce que je vous propose ici ce soir. Certainement, c'était des travaux qui étaient nécessaires, mais comme je l'ai dit, ils n'ont pas été capitalisés comme qu'il aurait dû, so c'est simplement pour faire ce transfert-là que je vous propose la motion ce soir. Clarification aux questions sur là? Sinon, quelqu'un qui aimerait faire la motion? Conseil 12. Je propose que le conseil de la municipalité du district déclare autorise le transfert de 14 040 $ du fonds opérationnel à la réserve en capital de la municipalité, afin de capitaliser correctement les récentes améliorations au système SCADA à la station de traitement des eaux usées de l'Anse des Béliveaux. Proposé par Conseil 12, appuyé par Sous-préfet Potier. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. Ça termine les nouvelles affaires pour ce soir. Numéro 13, session à huis clos. Avoir rien là. Ça nous amène à 14. La date et l'heure de la prochaine réunion régulière du Conseil sera le mercredi 17 avril 2024. Ça étant dit, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde et ça me prendra une motion pour ajournement. Une proposition. Conseil 12. Ça, c'est tout. Pas besoin de motion. Merci, bonsoir.